Le chef du gouvernement préside la cérémonie de clôture de la 3e édition de la Journée de la souveraineté retrouvée. L'édition 2025 placée sous le signe de la culture comme moyen de renforcement de l'unité nationale et de l'esprit patriotique a vu la participation du Burkina Faso et du Niger comme pays invités d'honneur, une autre façon de mettre en avant l'engagement de nos autorités à faire de l'AES des peuples une réalité. Mamari Kone Aliou Touré, nous en dirons plus tout à l'heure. Le 20 janvier, fête de notre puissante et vaillante armée. C'est ce lundi, tout est fin prêt pour marquer cette édition 2025. Notre armée encore plus forte et puissante à l'honneur pour rappeler aux ennemis sa force de frappe et rassurer nos populations sur son serment à les protéger contre vents et marées. Nous vous donnerons un avant-goût de ce qui sera la célébration en compagnie du général de corps d'armée Sadio Kamara. Monsieur le ministre a assisté ce samedi au dernier réglage de l'exercice du défilé. Le processus de paix et de développement du pays est en marche. Pour preuve, des ex-combattants du Front de libération de l'Azawad ont déposé les armes. Ils ont été accueillis avec armes et bagages au niveau de la région militaire numéro 5 avec dignité et respect. Ces derniers invitent les autres à rejoindre la République du Mali. Nous aurons plus de détails depuis Tombouctou avec Idrissa Goulou Sissoko. La nouvelle équipe régionale de l'ERTM conduite par Agibou Koulibaly s'installe à Badjangara, un événement dans la région car le service public va insuffler une nouvelle dynamique à l'information et à la communication locale en nous faisant vivre instantanément les moments forts qui font la fierté de la localité, très attachée à ses cultures et valeurs, gage de développement. Nous sommes samedi 18 janvier, merci de nous suivre. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations. Fin ce matin au CICB des activités de la 3e édition de la Journée de la souveraineté retrouvée. L'édition 2025 placée sous le thème de la culture comme moyen de renforcement de l'unité nationale et de l'esprit patriotique a été marquée par divers moments de réflexion et de recueillement. On a aussi constaté la solidarité agissante entre toutes les couches participantes, notamment avec les représentants des pays invités d'honneur, le Burkina Faso et le Niger. Oui, la dimension AES est bien assimilée aujourd'hui par nos populations. Le Premier ministre a d'ailleurs, au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, remercié tout un chacun pour la forte mobilisation et l'enthousiasme remarqué lors des différentes activités. Mamari Kone Aliou Touré, reportage. L'hymne national du Mali entonné dans la salle des banquets du CICB pour faire vibrer la fibre patriotique. La journée de la souveraineté retrouvée a été un moment intense pour les Maliens de célébrer les acquis. Dans le discours bilan de cette célébration, le ministre en charge de la refondation a évoqué les différentes activités menées à Bamako, dans les régions ainsi que dans les représentations diplomatiques. L'originalité de la célébration de la 3e édition réside dans son caractère solennel avec de grands meetings de promotion du drapeau national, des conférences-débats dans les universités, l'exécution d'une leçon modèle dans l'ensemble des écoles, des activités de don de sang, des remises d'équipements et de médicaments, et j'en passe. L'esprit de la journée nationale de la souveraineté retrouvée engage chaque Malien et chaque Malienne à faire preuve de résilience et de sacrifice, à soutenir les autorités de la transition et à agir dans sa sphère d'influence en vue de la réalisation du Mali Koura. Le Burkina Faso et le Niger, pays membres de la Confédération des États du Sahel, sont les pays invités d'honneur de l'édition 2025. Cette célébration cadre parfaitement avec le combat pour la souveraineté et l'indépendance totale des pays de la Confédération des États du Sahel AES, engagés par les peuples du Sahel. Cette lutte de souveraineté de la Confédération AES coïncide parfaitement avec les idéaux que la République du Mali et son peuple ont défendus le 14 janvier 2022 par l'organisation d'une grande mobilisation contre les sanctions inhumaines et cruelles de la CEDEAO et de l'UMOA. Mandé Mabonkounou, Ati Bombi, Ati Nabonsini. Atina bon, parce qu'en chaque Malien existe un Soundiata Keïta.
Atinabo, car il n'y a qu'un seul Mali, une et une seule nation rassemblée autour d'un seul but, unis dans la même foi. Atinabo, car à l'unisson et debout, le peuple malien a toujours triomphé. En tant que pays invité d'honneur, le Burkina Faso partage la fierté du peuple malien en prenant part à cette commémoration de portée hautement historique qui, au-delà de nous rappeler le sens du rassemblement et de l'unité pour la patrie, reste un hommage vibrant à toutes ces personnes qui ont donné leur vie pour que notre Mali reste debout et plus que jamais uni. Le film bilan diffusé dans la salle d'Ira le Premier ministre atteste que la souveraineté n'est pas un vain mot, mais plutôt une réalité. Au terme des travaux de la conférence de clôture de la 3e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, je voudrais, au nom de son Excellence le général d'armée, Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, vous remercier très sincèrement de votre forte mobilisation et de votre participation très active aux actions patriotiques réalisées et celles en cours. Ceci témoigne de l'intérêt que vous accordez au choix décisif des autorités de la transition qui ont permis de poser les bases d'un Mali plus fort, sécurisé, respecté et engagé à protéger ses enfants, ses ressources, son territoire et ses valeurs. Le général des divisions Abdoulaye Maïga a salué les délégations burkinabées et nigériennes pour leur accompagnement à travers leur présence à cette cérémonie. Il a aussi invité le peuple de la Confédération des États du Sahel à la vigilance car le combat n'est pas terminé. Cette journée est une occasion pour toutes les Maliennes et pour tous les Maliens de se rassembler autour des actions de progrès engagées par les autorités de la transition dans les domaines de la sécurité, de la consolidation de notre intégrité territoriale, de l'économie et du renforcement de l'esprit patriotique. Nous partons satisfaits de la 3e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Nous partons très honorés par les actions patriotiques qui contribuent sans aucun doute à la promotion de notre fonds de valeurs positives comme source de motivation et de réarmement moral des jeunes générations. Les jeunes peuvent désormais utiliser notre capital humain comme un levier efficace d'épanouissement général et de promotion du développement, tel que cela est prôné par le programme national d'éducation aux valeurs adopté par le gouvernement de transition. Mais je voudrais également insister sur le fait que la souveraineté retrouvée est une lutte permanente et constante et nécessite une vigilance de tous les instants. La lutte est loin d'être terminée, mais nous savons également que la lutte libère, comme l'a dit le professeur Kizerbo, dans Lara Ansara. La journée de la souveraineté a été instituée, faut-il le rappeler, à la suite de la forte mobilisation à l'intérieur et à l'extérieur des Maliens le 14 janvier 2022 pour dénoncer les sanctions illégales, inhumaines et injustes de la CEDEAO et de l'UEMOA contre notre pays. Sur un tout autre plan, pendant une semaine, les secrétaires généraux des départements ministériels, les directeurs des cellules de planification et statistiques, ainsi que les chefs de cellules de la primature ont pris part à l'atelier technique d'élaboration du nouveau plan d'action gouvernemental. Et il ressort des travaux la prise en compte des préoccupations évoquées dans la lettre de cadrage adressée au chef du gouvernement par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Retrouvons Mamari Koné et Aliou Touré. C'est le 20 décembre 2024 qu'a été donné le ton de l'élaboration du plan d'action global et des plans d'action sectoriels du gouvernement de transition. Des outils ont été ainsi transmis au département ministériel pour leur élaboration et cela conformément au chronogramme présenté en Conseil des ministres le 18 décembre dernier. Le plan d'action gouvernemental prend en compte les préoccupations majeures des citoyens. C'est à la suite du remaniement ministériel intervenu le 21 novembre 2024 que le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a instruit au chef du gouvernement, Monsieur le Premier ministre, le général des divisions Abdoulaye Maïga, l'élaboration d'un nouveau plan d'action bâti sur 8 priorités, à savoir la défense et la sécurité, les réformes politiques et institutionnelles, la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, l'amélioration de la couverture sanitaire du pays, l'amélioration du système éducatif,
l'apaisement du climat social, la diplomatie et les élections crédibles, transparentes et apaisées. Le plan est en adéquation complète avec les priorités définies par l'ensemble des couches vives de la nation et les documents nationaux qui ont été produits à cet effet, à savoir la feuille de route de la transition, la charte, le dialogue intermalien, le recueil 2024 du Conseil économique, social et culturel. Tous ces grands documents qui ont été élaborés sont en adéquation avec les priorités définies pour l'élaboration de ce nouveau plan. C'est un processus participatif qui a regroupé pendant une semaine les secrétaires généraux des départements ministériels, les directeurs des cellules de planification et des statistiques, ainsi que les chefs des cellules de la primature. Donc ce nouveau plan consacré par l'article 80 de la Constitution du 22 juillet 2023 est conforme aux directives de la charte et de la feuille de route de la transition adoptée en septembre 2020. Il constitue un outil stratégique de pilotage élaboré, mis en œuvre et suivi dans une étroite collaboration entre le cabinet du Premier ministre et les départements ministériels. Dans les semaines à venir, le plan sera soumis au Conseil des cabinets pour validation, ensuite au Conseil des ministres pour approbation et enfin au Conseil national de transition pour examen. Et ce que vous allez voir dans ce reportage qui va suivre n'est qu'un avant-goût de la célébration du 20 janvier, édition 2025. Pour marquer la date anniversaire de la création de l'armée malienne, la fête sera belle ce lundi, nous informe Abdulkarim Kaba. Notre reporter a assisté ce samedi en présence du ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, au dernier réglage de l'exercice du défilé. Ce lundi, nous allons voir au sol les troupes sur moto et sur chevaux, mais également dans les airs, dans des avions et hélicoptères. C'est pour vous dire que notre armée est puissante et vaillante. Les ennemis de notre confédération, attention à vous, les FAMA protégeront nos populations contre vents et marées. Suivons ensemble. Les préparatifs du défilé pour la célébration du 64e anniversaire de la création de l'armée malienne vont bon train à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire. Le constat est fait par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Le général de corps d'armée, Sadio Kamara, était sur place pour donner des directives afin que tout soit au point le jour J. Pour l'exercice proprement dit, le directeur du protocole de la République assure le rôle du président de la transition. Le temps de cet exercice de préparation du défilé du 20 janvier. Dépôt de gerbes de fleurs en la mémoire des disparus, salut du drapeau, la revue des troupes et le défilé peut commencer. Deuxième section, par le lieutenant Salia Kone. Pour le 64e anniversaire, des surprises attendent les Maliens. La particularité, je laisse cette surprise aux gens qui viendront assister à la prise d'armes sur la place d'armes du génie le jour J. Donc nous sommes venus dérouler le dernier exercice, voir si les mouvements, la chronologie des passages sont respectés. Nous avons pu nous rendre compte que nous sommes pratiquement prêts. Il y a juste des détails à corriger. Nous avons donné des instructions allant dans ce sens. Pour la prise d'armes à la place du 34e régiment du génie militaire, le commandant des troupes, le colonel-major Mamadou Suleiman Kone et ses hommes entendent tout mettre en œuvre pour que ce défilé soit une réussite afin d'offrir à l'ensemble des Maliens une parade digne de ce nom.
Le rendez-vous est pris pour ce lundi. Restons avec le ministre de la Défense et des anciens combattants. Le général de corps d'armée Sadio Kamara renforce sa direction de l'information et des relations publiques avec des moyens conséquents. La DIRPA dispose désormais de 2 studios flambant neufs au service d'une trentaine d'agents formés pour animer les plateformes numériques et la radio ainsi offerte. Ils auront la lourde tâche de lutter efficacement contre la désinformation dont l'armée est fréquemment la cible sur les réseaux sociaux. La présentation des locaux, c'est avec Famoussa Sidibé. La Grande Muette retrouve sa voix au gré des événements. Longtemps diffamé, parfois pris à partie, le clairon retentira désormais en ondes et sur les réseaux sociaux. Auditeurs amis, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue sur la 106.6 Fama FM, à laquelle je souhaite longue et heureuse vie. Justement, dans ce saut inédit de l'armée malienne dans le monde médiatique, le ministre de la Défense a mis les petits plats dans les grands. 2 studios ultramodernes, télé et radio, au service des populations. Cette volonté du président de la transition de doter la direction des informations et des relations publiques de l'armée d'outils nécessaires à faire valoir ses droits de réponse en temps et heure voulus sonne le début du renouveau dans tous ces États, nous disent le directeur général de l'École supérieure de journalisme du Mali et le président de la haute autorité de la communication. Seule l'armée peut contrôler son information, peut contrôler aussi ses canaux d'information et puis sa communication. Aujourd'hui, la DIRPA est obligée de se plier à cet exercice hebdomadaire de conférences de presse, mais avec ces nouveaux médias-là, moi je pense qu'ils peuvent diffuser à n'importe quel moment les informations à temps plein et à chaud aussi. S'il y a des voix au sein de l'armée spécialisées dans la communication, qui parle de ce que l'armée fait au quotidien, je pense que ça ne peut que équilibrer l'information. Et nous, au niveau de la HAC, on ne peut que s'en réjouir. Fréquemment sollicité par les chaînes étrangères pour parler du Mali, lorsque l'armée se trouve au cœur du débat, certains ambassadeurs accueillent les médias Fama avec énormément d'engouement. La guerre des médias, quand la crise a commencé en 2012, chaque fois que je voyais des gens venir dire « Ah ouais, nous on est des Touaregs, on est opprimés », des trucs comme ça. Et je demandais une contre-vérité. On me produisait sur TV5 ou France 24 pour démentir et dire que non, nous sommes un et indivisibles. Je défendais ma nation comme ça. Pour le ministre de la Défense et des anciens combattants, l'armée malienne maintient le cap de la défense nationale sur tous les fronts. Doter les forces armées maliennes radio et de web TV est né de la volonté des plus hautes autorités, à commencer par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, de renforcer la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et de garantir auprès de l'opinion nationale et internationale la diffusion d'informations claires. Il y a un adage de chez nous qui dit que si l'histoire de la chasse doit être toujours racontée par les chasseurs, le lion aura toujours le rôle du perdant. Le ton est donc donné. La Grande Muette sera en ondes et sur la toile en temps utile pour démêler le vrai du faux. Voilà, c'est dit. Écoutez et faites écouter 106.6 FM, la radio des Fama. Une armée forte qui fait revenir la paix sur nos terres. En région de Tombouctou, des ex-combattants du Front de libération de l'Azawad ont déposé les armes. C'est pour dire que le processus de paix et de développement du pays est en marche. Ils ont été accueillis avec armes et bagages au niveau de la région militaire numéro 5. Avec dignité et respect, cette dernière invite les autres à rejoindre la République du Mali. Plus de détails depuis Tombouctou avec Idrissa Goulou Sissoko. Dont 5 physiquement présents du Front de libération de l'Azawad qui se rendent avec armes et bagages aux autorités militaires de la 5e région. Ils étaient équipés d'un véhicule avec un 12-7, un PKM, 5 PM et plusieurs munitions. Ces désormais ex-combattants entendent s'insérer dans le processus de paix et de développement du pays. Nous sommes retournés à la République pour notre dignité, la dignité de notre cher pays
et celle de nos familles. Nous sommes là à cause du respect de l'héritage que nous ont laissé nos ancêtres. Et nous sommes revenus en toute sincérité, parce que nous sommes conscients que le désordre ne construit pas les nations. Nous sommes très fiers de notre République et de nos autorités actuelles. Nous saluons le commandant militaire qui nous a reçus et nous saluons tous ces éléments. Je termine en disant que nous sommes retournés dans notre République et celui qui n'aime pas ça, qu'il meurt dans sa colère. Mon message à ceux qui restent en dehors des rangs de la République est le suivant. Si vous avez de la dignité, retournez dans votre pays. Quittez la rébellion et le banditisme. Quittez les rangs des trafiquants de drogue, des criminels et des terroristes. Et retournez dans votre pays pour vivre dans la liberté et dans la dignité. Le traitement que nous avons reçu depuis notre arrivée ici est excellent et fraternel. Je réitère encore une fois mes remerciements et ma considération au commandant militaire qui nous a réservé un accueil respectueux. Ainsi, je remercie tous ces éléments. Au cours de ces différentes patrouilles dans le cadre de la sécurisation du secteur 3 de l'opération Maliko, un jeune de 18 ans a été arrêté en possession d'un talkie-walkie qui lui servait à donner des informations aux groupes armés terroristes sur les mouvements de l'armée. Après plusieurs jours de détention, il a été libéré et remis à ses parents. Il s'engage à s'éloigner des groupes armés terroristes. J'ai été arrêté dans un petit village appelé Marache dans la zone de l'Éré. Depuis que les femmes m'ont arrêté en possession d'un talkie, je suis bien traité ici et rien de mal ne m'est arrivé. Le message que je lance aux jeunes, c'est de cesser de suivre ces groupes armés terroristes et de revenir vers l'armée, de les aider dans la mission pour instaurer la paix et la stabilité vers un Mali uni et fort. Une autre dame et son père ont été arrêtés en possession d'armes de guerre et de moyens de communication. Les femmes nous ont arrêtés, moi et mon père, en possession d'un talkie et d'une arme de guerre. Depuis qu'on nous a menés ici, nous sommes bien traités, rien de mal ne nous est arrivé jusqu'à présent. Le message que j'ai à lancer aux gens qui sont dans la même situation que nous, c'est de revenir vers nos autorités, de les aider pour que la paix et la stabilité puissent régner et de cesser d'aider ces groupes terroristes et qui continuent toujours quand même à faire du mal à nos populations et d'aider l'armée pour que la paix et la stabilité, le vivre ensemble puissent régner pour que nous puissions amener nos animaux en pâturage là où nous voulons et quand nous voulons. Je remercie les autorités. Cette reddition et différentes actions survenues dans le secteur de l'opération Maliko prouvent à suffisance que le travail des hommes sur le terrain est en train de porter fruit et s'inscrivent en droite ligne des objectifs fixés par la hiérarchie militaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Par rapport à cette action, c'est une initiative salutaire qui est encouragée au plus haut niveau par les plus hautes autorités. Et c'est aussi le résultat des efforts déployés par les autorités politiques et militaires, ce qui nous a amené à ce résultat aujourd'hui. Donc nous pouvons nous féliciter des efforts déployés, des instructions transcrites en ordre par l'état-major général au théâtre et puis depuis le théâtre jusqu'au niveau des secteurs. Donc par rapport à ces éléments aussi qui sont arrivés, c'est des frères, nous leur disons qu'ils soient les bienvenus. Et pour ceux qui sont encore en train de réfléchir, nous leur disons que la porte est grandement ouverte. Et à notre niveau, au niveau des secteurs, ce que nous pouvons les assurer, nous pouvons garantir leur sécurité, leur trouver un endroit où loger ou manger en attendant les décisions des plus hautes autorités. Pour nous, il est grand temps que tout le monde revienne au bercail et que nous puissions ensemble poursuivre avec le développement socio-économique et culturel de la région de Tombouctou. Ces actions sont une invite aux autres combattants qui désirent rejoindre la République. Partons à Mopti, où le ministre de la Justice a procédé au lancement des activités du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Mahamadou Kassougué a également visité le chantier de la Maison de la Justice, presque terminé. Omar Maïga, Suleiman Tepsougué, depuis notre station régionale.
Cette visite du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme Garde Sceaux à Mopti s'inscrit dans le cadre des activités de la 3e édition de la Semaine de la Justice. La première étape a conduit le ministre Kassogué à l'antenne du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. C'est le fruit d'un partenariat entre le ministère de la Justice et l'Union européenne à travers Civipol. Donc cela a permis de réaliser une très belle infrastructure avec un niveau de sécurité très adéquat, donc qui va permettre au pôle judiciaire spécialisé de déployer ces éléments, tant de la brigade que des composantes chargées de la poursuite et de l'instruction. L'épicentre du terrorisme, c'est le nord et puis le centre du pays. Donc il est bon que cette antenne se trouve à ce niveau pour permettre de prendre en charge rapidement ceux-là qui sont arrêtés et mener des enquêtes efficaces. C'est la toute première antenne et l'installation sera progressive. Il est prévu aussi d'installer d'autres antennes à Ségou et dans d'autres régions du pays. Elle permettra d'être aussi efficace et efficient dans le traitement des procédures. La seconde étape a concerné la maison justice à Mopti. Ici, le délai contractuel est respecté. L'infrastructure offre plusieurs commodités. Ce projet a été réalisé dans un temps record. Donc pour une infrastructure d'une telle envergure et qui emporte un financement de près de 1 milliard de francs CFA, la réalisation a été faite en 6 mois. Et il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes venus constater la fin des travaux avant même l'écoulement du délai contractuel. C'est un investissement important de l'Union européenne et de UCAP Sahel pour soutenir la justice dans les centres du Mali, pour permettre qu'il y a des juges qui peuvent opérer en sécurité, mais en même temps d'une façon efficace. Et je trouve que les partenariats qu'il y a entre UCAP et le ministère de la Justice est vraiment très fructueux. On a travaillé bien ensemble et on a réussi à amener des résultats évidents à tous dans un délai très bref. L'opérationnalisation et l'inauguration du pôle judiciaire spécialisé en matière de terrorisme et de la criminalité transnationale organisée et la réalisation de la maison justice à Mopti vont rapprocher la justice des justiciables et permettre au cadre de la justice d'être performant dans un cadre de travail adéquat à l'ère des réformes de la justice. 17e session de l'Assemblée consulaire du Conseil malien des transporteurs routiers. L'occasion était bonne pour le ministre Dambélé Madina Sissoko de rappeler à chacun ses devoirs. Les transporteurs ont eux aussi évoqué quelques difficultés liées à la bonne conduite de leurs activités. Elles ont pour nom, entre autres, tracasseries au niveau des postes de sécurité, dégradation des routes, insécurité et lourdeur de la fiscalité. Plus de détails avec Aloussé Touré. La 17e session de l'Assemblée consulaire des transporteurs routiers du Mali doit examiner plusieurs points à son ordre du jour. Parmi ceux-ci, l'examen et l'adoption du budget du Conseil pour l'année 2025. Plusieurs réalisations grâce à une exécution budgétaire à 91%. Des véhicules pour les chambres régionales de Kay, Koulikoro et Sikasso. Cependant, des difficultés signalées dans le travail de tous les jours. À Gao, il n'y a pas eu d'élection consulaire en 2023 et par conséquent, il n'y a pas de bureau dans cette région. À Kidal, les élections ont été organisées, certes, les résultats publiés et validés, mais les élections des membres du bureau n'ont pas pu être tenues. Le sous-secteur du transport routier est confronté actuellement à l'état de dégradation avancée des routes, au vieillissement de son parc, à la persistance des tracasseries de tout genre, ainsi qu'à l'insécurité sur les routes. Partenaire privilégié des transporteurs, le ministère de tutelle rappelle la nécessité pour chacun de tenir son rôle, l'État ayant totalement assumé le sien. J'invite les membres du bureau du CMTR à être plus créatifs et proactifs, afin d'élever les taux de cotisation à hauteur des souhaits et de déterminer la collectivité des transporteurs routiers à concéder les paiements irréguliers de leur quote-part. J'ai saisi l'opportunité pour signaler que les cotisations prévues par la loi revêtent un caractère obligatoire. De même que je suis disposé à examiner, à traiter attentivement les préoccupations que vous avez exprimées
comme j'ai procédé pour obtenir du gouvernement la révalorisation de la lettre de voiture au bénéfice de l'institution consulaire. Je suis tout à fait déterminé à aider à assumer les statuts d'établissement public à caractère professionnel ou, à défaut, à proposer aux hautes autorités d'autres formules institutionnelles appropriées à la réalisation de la mission des services publics dévolue au CMTR. J'espère que l'organe délibérant du Conseil produira, au terme de ses assises, des documents de qualité. Les travaux de cette 17e session de l'Assemblée consulaire des transporteurs routiers permettront certainement une mise à jour des textes de l'organisation jugés difficiles à respecter. À présent, ouvrons cette fenêtre sur l'équation de déploiement des représentants de l'État qui est aujourd'hui résolue. Hier, ce qui était difficile ne l'est plus aujourd'hui grâce à nos autorités de la transition, notamment la bonne collaboration des départements en charge de la défense et celui de l'administration territoriale. Les localités autrefois paralysées à cause de l'insécurité ont aujourd'hui accès aux services publics. L'autre prouesse à l'actif du département de l'administration territoriale est la mise à jour de la carte administrative. Véritable outil de planification, elle participe à la refondation de l'État. Ce dossier, nous allons l'appeler processus de réorganisation territoriale. Il est signé Garibou Pérou. Réorganiser pour mieux administrer, c'est l'approche du général de division Ablaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Dès les premières heures de concertation, les retours de l'administration et les services sociaux de base ont figuré sur les différents programmes des autorités de la transition. Approuvé par le chef de l'État, le Premier ministre a procédé à une vague de nominations. À la date d'aujourd'hui, l'État exerce sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Les forces armées et de sécurité ont en effet mené des opérations de stabilisation et de reconstruction dans les régions reprises, permettant ainsi le retour des services publics. Il y avait beaucoup de circonscriptions administratives qui étaient vacantes. Vacantes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de représentants de l'État, préfet ou sous-préfet, qui étaient nommés dans ces différentes circonscriptions. Aujourd'hui, les représentants de l'État, gouverneurs, préfets, sous-préfets, sont nommés dans l'ensemble des circonscriptions administratives de notre pays, ce qui est un exploit. La stratégie que nous avons utilisée, nous avons, avec la collaboration au franc concours du ministre de la Défense et des anciens combattants et du ministre de la Sécurité, procédé à un déploiement massif d'éléments issus de ces deux ministères. C'est la raison pour laquelle vous remarquez souvent à l'issue des conseils des ministres des nominations approuvées par le chef de l'État. Et vous voyez bien entendu un nombre important de militaires, de policiers ou d'éléments de la protection civile. Parce que nous faisons face bien entendu à un déficit de personnel. Les administrateurs civils ne sont pas en nombre suffisant pour occuper bien entendu l'ensemble du territoire national. Donc, comme je dis, grâce à cette stratégie, aujourd'hui, cet objectif est atteint. Efficace, discret, sans tambour ni trompette, le Premier ministre a installé les représentants de l'État dans les différentes circonscriptions administratives et les collectivités territoriales inoccupées. Favorable au développement économique et social, le processus porte déjà ses fruits. Le plus bel exemple du retour de l'administration ici qu'on peut souligner, en tout cas l'un des exemples les plus récents, c'est la nomination du gouverneur de Kidal. Nous l'avons tous suivi, avec un certain nombre de représentants des services déconcentrés. C'est pour vous dire qu'en fait, comme je dis, le point de départ, c'est toujours d'abord la présence effective des représentants de l'État, gouverneurs, préfets, les préfets et leurs adjoints, et les sous-préfets. Donc c'est une dynamique qui est en cours. Les indicateurs les plus palpables que nous avons, c'est la diminution du nombre de déplacés internes. Ensuite, bien entendu, le retour de certains réfugiés qui étaient dans des pays voisins. C'est également le lieu de saluer et de féliciter Madame le ministre de la Santé et du Développement social. Derrière tout cela, bien entendu, il faut également saluer l'action du ministre de la Réconciliation qui prend en charge également ces volets. C'est à nous d'être plus imaginatifs, de mutualiser nos ressources, et surtout d'exploiter à bon escient les moyens que nous avons.
Mais pour cela, nous bénéficions également de l'appui de nos plus hautes autorités. Et il vous souviendra qu'il y a quelques mois, le chef de l'État a volontairement, sur ses propres ressources, offert un lot d'équipements bureautiques et des moyens roulants au gouverneur de Kidal, justement dans le cadre de son appui au retour de l'administration des services sociaux de base. À droit, cette réorganisation administrative est, à tout point de vue, le parachèvement de notre nouvelle carte administrative. Pour l'artisan du processus, c'est un véritable outil de planification et de décision. Un État est supposé connaître à la fois ses frontières extérieures et ses frontières intérieures. Imaginez, si on ne connaît pas les limites d'une région, des nouvelles régions comme Bougouni ou comme Nara, ou comme Douanza, comment voulez-vous prévoir des actions de développement pour ces régions à partir du moment où on ne connaissait pas ces limites? Aujourd'hui, comme je dis, c'est vraiment un mauvais souvenir. C'est derrière nous. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir vraiment une carte administrative qui est mise à jour, une carte administrative qui vous permet de visualiser l'ensemble des 19 régions administratives de notre pays, plus le district de Bamako. Mission d'évaluation, réunion technique, séance de travail, il a fallu du temps et de la patience pour aboutir au retour de l'administration et les services sociaux de base. Nous n'avons que le Mali. Je pense que nous avons l'obligation de satisfaire autant que faire se peut, dans la limite bien entendu des moyens à notre disposition, et de satisfaire les besoins exprimés par les différentes populations qui constitue notre raison d'être. En 2012, le Mali avait perdu plus de la moitié de son territoire national. Et en peu de temps, aujourd'hui, nous avons pu inverser cette tendance grâce à la bravoure de nos forces de défense et de sécurité, et grâce au leadership du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Aujourd'hui, l'armée est sur l'ensemble du territoire national. La République du Mali compte aujourd'hui 19 régions, un district, 159 cercles, 815 communes, 474 arrondissements et 12 641 villages, fractions et quartiers. Les représentants de l'État sont aujourd'hui à tous les niveaux pour exercer la souveraineté nationale. Plus de 2,670 milliards de francs CFA, c'est le budget prévisionnel 2025 de l'ANAM, l'Agence nationale d'assistance médicale, un budget qui connaît une diminution de 12% par rapport à celui de 2024. Ce budget est soumis à l'examen et à la validation des administrateurs réunis pour la 22e session de la structure. Sorona Kamisoko. Au cours des 3 années de mise en œuvre du RAMED, régime d'assistance médicale, près de 4 millions de personnes ont été immatriculées, parmi lesquelles environ 500 000 personnes ont bénéficié de prise en charge médicale totale, y compris des blessés de guerre. Une preuve de l'immensité des défis que l'Agence nationale d'assistance médicale se doit de relever. C'est autour de ces défis, mais aussi des acquis que les administrateurs de l'ANAM tiennent leur 22e session. Nous avons pratiquement plus de 800 communes. Sur ces 800 communes, nous n'avons que 100 communes qui ont contribué au dispositif. Vous voyez qu'il y a vraiment un écart considérable à combler. Par rapport à la mobilisation des ressources, comme vous le savez, nous avons créé un service totalement dédié au recouvrement des contributions des collectivités territoriales. Ce service a commencé à travailler en 2023. Nous pensons que ce service va atteindre sa vitesse de croisière pendant l'année 2025 pour pouvoir sillonner pratiquement toutes les localités du Mali et permettre aux collectivités de comprendre qu'ils ont un rôle important à jouer dans le dispositif. Sur les 74 activités programmées au titre de 2024, l'ANAM a pu réaliser 52, soit un taux d'exécution de plus de 70%. Ces réalisations conduisent aux résultats suivants. L'immatriculation au RAMED de 68 778 nouveaux bénéficiaires sur une prévision de 100 000, soit un taux de réalisation de 68,77%. La prise en charge médicale totale de 36 171 sur une prévision de 70 000, soit un taux de réalisation de 51,70%. La mobilisation de 130 684 878 francs CFA au titre des contributions des collectivités territoriales avec 12 nouvelles communes ayant payé leur contribution, soit 44,44% de la mobilisation totale.
La faible mobilisation des ressources des collectivités territoriales, la rupture fréquente des produits pharmaceutiques dans les établissements publics de soins de santé sont entre autres défis que l'ANAM compte relever. Les stratégies et activités pour corriger ces difficultés ainsi que les actions d'innovation consisteront le socle du plan de travail pour l'année 2025. Ce plan est structuré autour de 92 activités réparties en 7 axes principaux. Pour la mise en œuvre efficace de ce plan de travail de 2025, il est prévu un budget équilibré en recettes et en dépenses à 2,670 milliards de francs CFA. Nous allons commencer par cette audience accordée par le Premier ministre burkinabé à l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Burkina Faso. Cette rencontre a permis aux deux personnalités d'échanger sur le renforcement de la coopération entre les deux pays. Amadou Marcelto, reportage. 60 ans de relations diplomatiques, l'Arabie Saoudite réaffirme son engagement à soutenir le Burkina Faso dans plusieurs projets de développement. Une volonté traduite au chef du gouvernement burkinabé par l'ambassadeur saoudien au Burkina Faso. Des projets dans divers domaines, dont celui de la santé de l'enfant. Transmis les salutations de Son Altesse Royale, le prince héritier, président du Conseil des ministres, prince Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, à son excellence. Et aussi, j'ai parlé et échangé avec son excellence dans tous les sujets lesquels qui étaient importants. On a lancé cette semaine le caravane de santé pour le cathétrice cardiaque pour les enfants. Et jusqu'aujourd'hui, ils ont fait l'opération. Renforcement de coopération, il en a été également question à cette audience. Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo et son hôte du jour, ensemble, passent en revue les axes de coopération bilatérale afin de les rendre plus dynamiques. Avec son excellence aussi, il est ministre de la Culture avant, on a très ouvert d'échanger dans tous les sujets qui renforcent les relations. Et aujourd'hui, j'ai affirmé à son excellence que l'Arabie Saoudite toujours soutient le Burkina et les Burkinabés. Et aussi, j'ai affirmé que moi, personnellement, disponible pour augmenter et renforcer la coopération entre les deux pays frères. En guise de solidarité au plan humanitaire, l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Burkina Faso annonce un don de 50 tonnes de dattes offertes par le roi Salman bin Abdul Aziz Al Saoud. Le président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani, reçoit une délégation d'acteurs culturels conduite par Issoufou Oumarou Difeno, président de l'ANACIM. 3 points à l'ordre du jour, notamment la refondation en cours au Niger. Gérard Abdoul Aziz et Askou Djibrila pour le compte-rendu. Ce samedi matin, c'est une importante délégation d'acteurs culturels du Niger conduite par Issoufou Oumarou Difeno, président de l'Association nationale des artistes, compositeurs, interprètes et des métiers de la musique ANACIM, qu'il a reçu en présence des membres du CNSP et du gouvernement, dont le ministre en charge de la culture, le colonel-major Abdraman Amadou. 3 points étaient à l'ordre du jour de cette rencontre. Le premier point, c'est d'abord le rôle de la culture dans la refondation du Niger, en perspective de la Confédération de l'AES. Le second point, c'est relatif au fonds DAC. C'est un fonds de soutien à la production artistique et culturelle. Nous avons évoqué des problèmes que nous rencontrons et le dernier point, c'est sur la copie privée. C'est un mécanisme qui permet aux artistes et aux producteurs culturels d'une manière générale de toucher un peu concrètement le produit de leur travail. Donc sur ces 3 points, nous avons eu quand même une écoute extrêmement favorable du président du CNSP qui nous a demandé vraiment de présenter des dossiers à son niveau par le biais du ministre de la Culture. Donc nous sortons très satisfaits de cette rencontre.
Cette délégation est composée d'écrivains, d'artistes, d'acteurs, de musiciens, de chanteurs, de slameurs, d'humoristes, de graphistes, de producteurs audiovisuels et de promoteurs d'événements culturels qui soutiennent le CNSP chacun dans son domaine à travers des œuvres pour sensibiliser la population dans cette lutte pour la souveraineté de notre pays. Et tout en image, ça va venir. Cette mobilisation de grand jour aujourd'hui en France, de la diaspora du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Objectif, soutenir les actions des pays de l'AES. Comme vous le constatez, le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui soutiennent les actions de nos autorités pour la conduite des affaires de l'AES. Voilà, tout en image. La diaspora malienne, burkinabé et nigérienne en France qui soutiennent donc les actions des pays de l'AES. Voilà. On le disait tantôt au cours de ce journal, les structures étatiques sont présentes sur l'ensemble du territoire malien. Elle était aussi attendue et elle est arrivée et elle a été accueillie avec bonheur par les populations. Je vous parle de la nouvelle équipe régionale de l'ERTM Badjangara conduite par Agibou Koulibaly. Un événement dans la région car le service public va insuffler une nouvelle dynamique à l'information et la communication locale en nous faisant vivre instantanément les moments forts qui font la fierté de la localité très attachée à ses cultures et valeurs, gage de développement. Retrouvons le compte-rendu de cette installation de l'équipe Choc, si je peux le dire ainsi, au RTM à Badjangara, avec Agibou Koulibaly, Mahamadou Sidibé et Oumar Guindo. La population de Badjangara, des autorités administratives, des notabilités, des religieux aux jeunes en passant par les femmes, tous se réjouissent pour accueillir les nouveaux visages de l'ORTM. Les notabilités ont salué cet événement comme un signal fort. Nous sommes très contents, vraiment très ravis de l'arrivée de l'ORTM à Badjangara. Ça, c'est très bien, vraiment. Ça nous permettra vraiment de faire beaucoup de choses avec l'ORTM, Inch'Allah. L'arrivée de l'ORTM, ça c'est la joie. La radio, c'est le développement. La radio, c'est la réconciliation. C'est la radio qui soude les gens, qui donne des informations. L'ORTM, c'est d'abord la chaîne nationale. C'est à travers l'ORTM que tout le Mali se retrouve, notamment de Kaï à Taoudeni en passant par Kidal. Et l'ORTM nous fait l'honneur d'être en solidarité nationale, de partager nos réalités, de lier nos cultures, en tout cas et de diffuser tout ce qui peut l'être pour la prospérité du Mali. Soyez les bienvenus à Badjangara. Donc on est ensemble main à main, Inch'Allah, on pourra travailler ensemble. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici à Badjangara et c'est déjà, ça fait la joie. Et nous remercions d'abord le précédent de la transition, le général d'armée, Assimi Goïta, et aussi le gouverneur, le colonel-major, Olivier Diassana, pour les efforts consentis. Ça serait l'occasion pour nous aussi, du côté de la communauté chrétienne, donc de les inviter à chaque fois que nous avons aussi des événements. Et cela nous aidera aussi à faire passer le message que le Christ
nous demandent de passer donc à nos différentes communautés. De leur côté, les femmes regroupées autour de leurs associations ont mis en avant leurs attentes. Ça a été un réel plaisir pour moi de constater que nous avons aujourd'hui l'ORTEM. Ça va enlever une grosse épine de nos pieds parce que nous, chaque fois qu'on mène des activités, on fait les lancements, on veut faire la couverture médiatique de nos activités, il faut qu'on se déplace vers ces vallées. La jeunesse a également pris la parole avec espoir et enthousiasme. Voir une équipe de l'ORTM, cela va beaucoup faciliter la visibilité des actions de la région. Cela va faciliter aussi la communication sur tout ce que la région et les différents acteurs sont en train d'abattre pour contribuer à l'édifice national. Selon le gouverneur, l'arrivée de l'ORTM à Badiangara ouvre une fenêtre sur la région, car la population compte sur cette équipe pour valoriser les cultures, relayer les besoins et promouvoir le développement. C'est pour moi un agréable plaisir de m'adresser à vous au nom des vaillantes populations de la région de Badiangara et particulièrement de celles de la ville de Badiangara pour vous souhaiter la cordiale bienvenue. Vous remercier le ministre chargé de la communication et le directeur général de l'ORTM qui ont bien voulu vous mettre à la disposition de notre jeune région. Vous êtes certes deux, mais c'est une tête de pont qui a appelé à monter en puissance jusqu'à ce que la région de Badiangara dispose de sa station régionale de l'ORTM. Dans notre région, les activités socio-économiques et socio-culturelles reprennent d'un bon élan à la faveur des efforts fournis par les autorités de la République du Mali en matière de défense et de sécurité. C'est le lieu pour moi de les remercier. À travers cette nouvelle implantation, l'ORTM s'engage à faire résonner les voix de tous, des villages aux collines, pour que Badiangara devienne une région pleinement connectée au reste du Mali. Oui, notre directeur général Hassan Baba Djombélé est dans la dynamique de présence de l'État sur l'ensemble du territoire national. Ce communiqué du ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, le communiqué numéro 2025 du ministère du Travail du 17 janvier 2025 portant ouverture des concours directs de recrutement dans la fonction publique d'État de 773 agents, exercice budgétaire 2024 est rectifié en ce qui concerne la journée du 20 avril 2025 consacrée aux épreuves du cadre de la santé, tout corps compris. Les épreuves de la journée du dimanche du 20 avril 2025 sont reportées au samedi 26 avril 2025. Ainsi, les concours vont se dérouler du 5 au 26 avril 2025 dans la région de Kayes, Sikasso, Ségou et Mopti, Tombouctou, Gao et dans le district de Bamako. Pour les régions non listées, les candidats peuvent s'inscrire dans le centre de leur choix. Formation des formateurs des services techniques sur la gestion intégrée des ressources en eau et changement climatique. On en sait plus avec Saloum Konati. Ils sont des agents de services techniques des élus communaux et locaux de Tombouctou à prendre part à cette session de formation. Une initiative qui vise à renforcer les capacités des acteurs du PIDAC, programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger en matière d'adaptation au changement climatique. Oui, cette session de formation, c'est juste dans un premier temps pour faire connaître le PIDAC, ça c'est un. Deuxièmement, c'est pour renforcer les capacités des services techniques et certains usagers de l'eau, comme dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau et face au changement climatique. L'objectif recherché, c'est vraiment de permettre aux acteurs de mise en œuvre de terrain et d'exécuter efficacement ce qu'on attend d'eux, parce qu'on a des activités qu'on mène sur le terrain. Durant 4 jours, les participants vont être outillés sur 4 modules, à savoir la gestion intégrée des ressources en eau, d'analyse de la vulnérabilité au changement climatique des activités agro-silvopastorales, l'approche de restauration des terres et la prise en compte du genre dans la préparation et la mise en œuvre des projets et de programmes de développement. Cette formation, elle est très bénéfique en ce sens que la mise en œuvre des activités du PIDAC-BN dans la région souffrait, du non-lieu de cette formation.
en ce sens que les bénéficiaires de cette formation sont essentiellement les cadres des services techniques et des élus qui sont les acteurs de la mise en œuvre du programme sur le terrain. Mais la session est venue à point nommé. Il s'agit pour nous acteurs de savoir gérer ces ressources importantes et prévenir les conflits. Le programme intervient dans 5 régions, notamment Koulikoro, Sikasso, Mopti, Tombouctou et Gao. Au-delà de nos ressources minières et au-delà de tout ce qui peut développer ce pays, je crois que ce domaine est un domaine clé pour le développement du Mali et surtout dans le domaine énergétique et le domaine de l'industrie. Je voudrais rassurer les partenaires techniques et financiers du PIDAC que le gouvernement du Mali ne ménagera aucun effort pour une mise en œuvre efficace et efficiente de ce programme à tous les niveaux. Les participants ont remercié les partenaires techniques et financiers qui ont rendu possible cette formation. Sport Week-end, il est là à mes côtés. Siragatou Cissé, bonsoir. Bonsoir Nyanya Traoré. Plaisir de vous retrouver. Le plaisir partagé. Alors, nous allons commencer par la Ligue des Champions phase de groupe. Le Djoliba AC a terminé ce samedi la campagne 2024-2025 par malheureusement une défaite. Oui, score final 6-0 face à Pyramide FC d'Égypte. La pilule Tamer a avalé. Le Djoliba AC est passé à côté de la plaque pour sa première participation en phase de groupe de la Ligue des Champions. Les Rouges bouclent cette campagne sans la moindre victoire et le moindre but inscrit en 6 matchs. Le Djoliba AC n'oubliera pas de sitôt cet apprentissage en Ligue des Champions phase de groupe en récoltant 2 points, 2 nuls, 4 défaites et 11 buts encaissés. Nous allons continuer avec la Coupe de la Confédération, phase de groupe. Le Stade malien de Bamako joue pour l'honneur ce dimanche face à CD Luanda d'Angoula. Coup d'envoi 19h en direct sur Ortem 2. Il s'agira pour les Blancs de consolider au moins la 3e place du groupe B. Les Blancs, quart de finalistes l'an dernier, ont régressé sur toute la ligne. Ce match face à Club Desportivo Luanda da Sul d'Angola devrait être l'occasion au Stade malien de Bamako de finir la campagne sur une bonne note devant ses supporters. Le match Stade malien de Bamako CD Luanda da Sul sera diffusé en direct sur Ortem 2 et la radio nationale à partir de 19h au stade du 26 mars. Demain, c'est ça, non? Demain dimanche, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, je vais continuer avec vous, mais plutôt avec votre voix, Siragatou. Vous allez parler de la saison sportive 2023-2024 et ce début 2025 qui est chargé d'événements et de réalisations. Le président de la transition générale d'armée, Assimi Goïta, dans sa vision, a ordonné la construction et la rénovation d'infrastructures sportives sur toute l'étendue du territoire national. En termes de performance, les sportifs ont aussi mouillé le maillot à leur manière dans certaines disciplines. Et retour sur les faits marquants en sport, saison 2023-2024 et début 2025, c'est avec vous, Siragatou Cissé, mais en images. Les autorités de la transition ont ajouté le sport de façon générale sur la liste des priorités et facilité la pratique. Le président de la transition a instruit la construction des infrastructures sportives d'utilité publique. Les stades déjà opérationnels pour abriter les matchs de la CAN 2002 ont été majestueusement retouchés, répondant aux normes internationales de la CAF et de la FIFA. Il s'agit du stade du 26 mars, du stade Abdoulaye Makoro Sissoko de Kaï, du stade Babemba Traoré de Sikasso et du stade Barema Bokoum de Mopti. Les stades Modibo Keïta et Amari Ndaw de Ségou seront prochainement réceptionnés et inaugurés. On ne peut passer sous silence la réhabilitation et l'inauguration du stade Mamadou Konaté le 16 avril 2024 et du stade Omnisport de Kati, baptisé Feu Salif Keita Di Domingo le 16 mai 2024. Le premier ballon d'or africain est ainsi immortalisé. Le stade Wenzen Koulibaly a aussi bénéficié d'une cure de jouvence. Le centre pour sportifs d'élite Ousmane Traoré, dit Ousmane Bleni de Kabala, quartier général des sélections nationales, a été relooké le 18 décembre 2023 avec la construction d'un hôtel 5 étoiles
et des installations de dernière génération en termes d'équipement. Le lycée sportif Ben Omar Sy respire la nouveauté pour permettre aux jeunes scolaires d'alterner sport et études dans les règles de l'art. Le stade Mamadou Diarra H de Koulikoro, rénové, est inauguré en grande pompe par le président de la transition chef de l'État, général d'armée Assimi Goïta, le 15 janvier 2025. Il procède également le même jour à la pose de la première pierre de Mali Arena, la nouvelle salle de basket ultra moderne à Kayo, à une dizaine de kilomètres de la ville de Koulikoro. Le président de la transition a tenu une promesse à la jeunesse de la région de Tombouctou. Et c'est chose faite avec la pose de la première pierre d'un stade de 7000 places en Sanchi. C'était le 15 février 2024. Au rayon des performances, les sportifs ont fait chavirer le peuple malien à un moment donné dans certaines disciplines. En football, les Aigles du Mali ont été éliminés de justesse en quart de finale de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire en janvier-février 2024. Les Aiglonnais, c'est-à-dire les cadets, ont arraché la médaille de bronze à la Coupe du Monde en Indonésie du 18 octobre au 3 novembre 2024. Le Djoliba AC, au niveau des clubs, est parvenu à se qualifier pour la première fois de l'histoire à la phase de poule de la Ligue africaine des champions. C'était le 22 septembre 2024. En basketball, le Mali remporte les trophées de l'Afro des moins de 18 ans en filles et garçons du 2 au 14 septembre 2024 en Afrique du Sud. Cette consécration en double est une première sur le continent. Maïmouna Haïdra et Youssouf Mambi Traoré du Mali sont respectivement élus MVP. En gymnastique aérobique, du 13 au 15 septembre 2024, le Mali obtient 3 médailles en or et 1 en argent au championnat d'Afrique au Caire en Égypte. Une fierté nationale pour cette jeune fédération. En cyclisme, le Tour du Mali, dit de l'intégration, s'est déroulé du 21 au 26 mai avec le triomphe Disons le maillot jaune remporté par notre compatriote Yaya Diallo. En Vovinam Viet-Vodao, le Mali a été sacré champion d'Afrique. Les athlètes ont récolté 16 médailles en or, 16 en argent et 20 en bronze. C'était du 18 au 23 novembre 2024. Un des événements phares en 2024, c'est les Jeux Olympiques de Paris du 26 juillet au 11 août. Le Mali était représenté dans 5 disciplines: le football, la boxe, la natation, l'athlétisme et le taekwondo. Le sport malien en 2024, c'est aussi cette mise en route du championnat national professionnel de Ligue 1 par la Fédération malienne de football, conformément aux exigences de la CAF assorties d'un cahier de charges. Le coup d'envoi a été donné le 23 novembre 2024 avec 14 clubs, dont 4 de l'intérieur du pays. De la vision matérialisée par le chef de l'État, général d'armée Assimi Goïta, en réhabilitant les stades et édifices jusqu'aux performances enregistrées et innovations, les sportifs ont placé le Mali au sommet de la pyramide. Voilà, Siragatou, merci pour ce rappel. Je vous en prie. Et puis on va dire vive le sport malien. Tout à fait. Et que l'année 2025 soit encore plus fructueuse. Oui, on l'espère bien. Voilà, on se voit demain. Inch'Allah, avec plaisir. Voilà, sur le même plateau et avec d'autres nouvelles sportives. Quant à vous, restez avec nous au RTM1. Votre rendez-vous météo, c'est juste après moi. Peut-être encore de la fraîcheur. Aïssata Diawara nous le dira. Et dans les programmes également, 100% jeunes, mannequins et ses invités prêtes à vous embarquer dans l'ambiance du samedi soir. Klaba sera sur le plateau, ainsi que Mama le Succès, Doul ou encore Midflow, Hubert et Lil Ben. Que du bonheur avec Mannequin. Demain, 20h, je vous retrouve et je vous souhaite un agréable week-end et grand merci à nos téléspectateurs de Kébila, Kolondjeba et Kadjana. Bonsoir à tous.